L'information la plus importante de la journée me semble être le retour du printemps, et je trouve qu'il est un peu cruel de votre part, Michel Crépeau, de nous faire quitter la campagne en fleurs pour la campagne électorale. Nous pensons tous que vous avez de bonnes raisons pour retenir notre attention pendant 18 minutes, et vous connaissant, ayant appris à vous connaître depuis maintenant quelques mois, je suis persuadé que vous allez donner à cette campagne une allure un peu moins austère et un peu plus souriante. Vous allez nous éviter de faire l'école buissonnière puisque vous nous envoyez directement, tous ceux qui vous écoutent et qui vous voient aujourd'hui et moi, directement à l'école car c'est la première proposition du manifeste radical, la première des 12 propositions que vous faites aux Français sous le titre L'avenir en face. Alors pourquoi cette priorité à l'école? Oui, c'est un espèce de défi dans le fond de parler de l'école quand presque tout le monde part en vacances. J'attache beaucoup d'importance à l'école et je crois vraiment que je ne serais pas radical si je ne croyais pas que les vrais progrès, les seuls progrès qui comptent, sont les progrès de l'homme. Je ne crois pas tellement à la transformation des structures, mais je suis tout à fait convaincu, et c'est tout le sens de ma démarche, que le changement politique, il viendra d'une nouvelle répartition du savoir et d'une nouvelle répartition du pouvoir. Mais que reprochez-vous à l'école d'aujourd'hui? Oh, beaucoup de choses, Georges Decaune, beaucoup de choses, car je crois que personne n'est satisfait de l'école. Les enseignants sont mécontents, les parents sont inquiets, et les jeunes, dans le fond, ne se sentent pas tellement concernés par l'enseignement qu'on leur propose. Ils savent très bien que l'école d'aujourd'hui, c'est la grande machine à fabriquer les insatisfaits, les chômeurs, et des jeunes qui, très souvent, seront handicapés pour la vie. Et cela n'est pas acceptable, je ne l'accepte pas. Je crois que si la gauche arrive au pouvoir, ce que je souhaite, il est indispensable et urgent qu'elle fasse un effort considérable pour remettre l'école, l'enseignement, quand je dis l'école, évidemment, c'est l'enseignement, à l'heure de notre temps. Quelles sont vos propositions, Michel? Écoutez, je crois qu'il y en aurait beaucoup, mais il y a au moins 3 grandes directions dans lesquelles il me paraît indispensable de s'orienter. D'abord, aujourd'hui, l'éducation ne peut être que permanente. L'idée qu'on va aller à l'école, apprendre jusqu'à 16 ans, ou même à 18, ou même à 25, et puis qu'après, on travaillera dans sa profession, on regardera la télévision, et on fera je ne sais quoi encore, me paraît une idée complètement dépassée. Nous sommes dans un monde qui change très vite. Tout au long de la vie, il faut maintenant apprendre autre chose, être capable aussi de s'adapter, être capable d'innover. Et l'école doit toujours être à l'image de la société. Une société est à l'image de son école, et c'est autour de l'école qu'il faut reconstruire la démocratie. Le patronat l'a compris depuis longtemps. Les recyclages pour les PDG, ça existe depuis très longtemps. Mais ça n'existe pas pour la masse des Françaises et des Français. Ils vont à l'école jusqu'à 16 ou 18 ans, quelquefois un peu plus tard quand ils vont à l'université. Et puis après, c'est fini, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et ce problème de l'éducation permanente me trouve inséparable du problème de la réduction du temps de travail. Car une des grandes questions qui va se poser aux hommes de notre génération, c'est celle de savoir comment on va organiser le temps de la vie entre la partie où l'on doit apprendre, la partie où on doit entreprendre et la partie où on doit enseigner. Je voudrais que tout le monde, tour à tour, soit enseignant et enseigné. Ça me paraît une bonne règle de vie. Ne trouvez-vous pas, Michel Crépeau, que l'école est aussi un peu trop parisienne et que nos ancêtres sont un peu trop gaulois? Écoutez, trop parisienne, peut-être pas, parce que Paris, ça compte beaucoup dans la France, mais je crois que l'enseignement est beaucoup trop centralisé et qu'il faut le décentraliser. Enfin, l'éducation nationale, c'est aujourd'hui en France l'une des plus grandes entreprises du monde. 800 000 fonctionnaires, ça correspond à peu près à ce qu'est l'armée soviétique. C'est beaucoup plus que General Motors. Et cela n'est pas satisfaisant que tout à peu près se décide de Paris. C'est pourquoi je propose que l'on sépare l'enseignement en deux. Cet enseignement permanent, j'entends bien, un enseignement de base pour tout le monde, qui est indispensable et qui doit être, dont les règles, les normes et les programmes doivent être fixés dans une grande charte de l'éducation, dont je ne veux surtout pas que ce soit une réforme de plus, parce que tous les ministres qui se sont succédés sous la Ve République ont tous fait leur réforme. C'est un prétexte à ne rien faire. Mais une grande charte de l'éducation pluriannuelle avec les moyens que cela suppose.
Enfin, il faut dire que dans un pays comme le Japon, l'effort pour l'éducation, au point de vue financier, est à peu près double de celui qui est fait en France. Hein. Bon. Et ensuite, une autre part de l'enseignement correspondant précisément à la part permanente de l'enseignement, qui, elle, soit décentralisée, régionalisée et, en fin de compte, co-gérée par les enseignants, par les parents, par les enfants qu'on doit quand même consulter sur ce qu'il les intéresse d'apprendre, les élus locaux aussi ont leur mot à dire. Je crois que tout le monde a son mot à dire dans l'école, que ça ne peut pas être une affaire corporatiste, ça ne peut pas être une affaire qui se décide depuis Paris. Cette décentralisation de la part de l'enseignement qui concerne tout un tas de choses, tout ce qui concerne l'homme en fin de compte, me paraît indispensable. Puis-je vous rappeler, Michel Crépeau, qu'à l'époque de Jules Ferry, on donnait à l'école une instruction civique? Oui, entre autres. Mais l'école de Jules Ferry, moi que j'aime beaucoup comme radical, j'y suis très attaché. Vous comprenez, le chiffon à craie, le tableau noir, la plume sergent-major, l'encre violette, les instituteurs de la Troisième République. Mais enfin, il faut vivre avec son temps. Moi, je pense plutôt à l'avenir. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'école de Jules Ferry était adaptée aux besoins des hommes de ce temps. L'école d'aujourd'hui n'est plus adaptée aux besoins des hommes de notre temps, en particulier ce qui manque, c'est toute la dimension des sciences humaines. Alors vous avez raison, l'éducation civique. On demande aux gens de participer davantage à la vie publique, même d'élire le président de la République. Hein? Eh bien, on ne fait plus d'instruction civique, pratiquement plus. Dans un pays si chargé d'histoire comme l'est la France, on n'enseigne plus l'histoire. Et puis, il y a tout l'aspect aussi de la philosophie, de la morale, de l'apprentissage de la sagesse. Moi, je crois que notre monde, c'est pas de pétrole qui manque, c'est avant tout de sagesse. Et puis, il y a tout l'aspect aussi de l'enseignement artistique qui me paraît déterminant. Vous savez, dans une société, dans notre monde, on se préoccupe de ce qui est utile à l'économie. Mais il y a tout ce qui est utile à l'homme. Il faut se préoccuper davantage de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui rend heureux. Et puis, je voudrais parler aussi du sport, qu'il ne faut pas oublier, parce que ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de l'enseignement. Je crois qu'une vie bien équilibrée, si vous voulez, eh bien, elle comporte une part à l'esprit, une part aux qualités du cœur, et puis une part aussi à la culture physique. C'est tout à fait essentiel, ne serait-ce que pour meubler ce temps libre, ce temps des loisirs qui va devenir beaucoup plus important. Des têtes bien faites autant que des têtes bien pleines. Eh oui, c'est ça, l'humanisme, c'est vrai, c'est tout à fait valable pour notre temps, car au moment de la Renaissance, vous avez eu un formidable bouleversement des données du monde et des techniques. La culture aujourd'hui, Michel Crépeau, quelle est votre définition de la culture? Chacun doit donner sa définition de la culture. Moi, je crois qu'on ne peut pas séparer la culture de la vie. Vous savez, quand on a choisi le sigle du MRG, on a mis un arbre dans l'hexagone. Les gens ont cru que c'était par souci d'écologie. J'accorde certes une très grande importance au problème de l'environnement. Je crois que j'ai de leçons à recevoir de personne et que personne n'a le monopole de l'écologie. Mais si j'ai mis l'arbre, c'est pas comme symbole d'écologie. C'est comme symbole de culture. Parce qu'un arbre, ça comporte quoi? Ça comporte des racines. Je crois que chacun doit retrouver ses racines au niveau régional, en particulier dans les cultures régionales, les langues régionales, l'histoire régionale, les arts régionaux. Et puis il y a un tronc, il y a tout un tronc commun, puis surtout il y a le feuillage qui se renouvelle chaque année, qui représente une dimension essentielle pour moi de la culture, parce que c'est la création. Je crois que l'homme, il est riche non pas de ce qu'il donne, mais qu'il est riche non pas de ce qu'il reçoit, mais de ce qu'il donne et de ce qu'il fait. Et tout le sens de la culture que l'on devrait placer au cœur de la cité, la maison de la culture, devrait être au cœur de la cité. C'est ce que j'essaie de faire à La Rochelle, et c'est ce que j'ai fait à La Rochelle. Tant précisément à apprendre à tout le monde que chaque individu, chaque homme, chaque femme, à toute époque de la vie, a une capacité de création, et qu'il doit exercer cette capacité de création non seulement dans le domaine économique, mais dans tous les domaines, car tout se tient. Et c'est pourquoi je voudrais que l'État fasse en faveur de la culture l'effort qui s'impose. Enfin, dans un pays comme la France, dont la culture est une dimension essentielle, parce que si la France passe pour un grand pays dans le monde, vous savez, c'est pas parce qu'on vend des avions ou des chars, c'est parce qu'il y a la culture française, en même temps que les droits de l'homme, d'ailleurs, dont nous reparlerons. Eh bien, quand on voit que la France fait un effort de 0,50% de son budget pour la culture, qu'une grande partie de ce budget est utilisée pour des activités de prestige, des actions de prestige, beaucoup plus que pour une culture populaire, une culture en profondeur, qui permet de
vraiment la création. Quand on voit en effet que là aussi tout est centralisé à Paris, je prendrai l'exemple des musées, il y a des trésors qui dorment dans les caves des musées nationaux et qu'il conviendrait d'envoyer en province, qu'il y ait une rotation, que le musée lui aussi comme l'école soit ouvert sur la vie, que le livre se trouve au cœur même de la cité, que la télévision, l'audiovisuel, qui est un formidable moyen sur le plan culturel, soit utilisé comme il le faudrait, et sans parler des grandes transformations de la technique aussi qui interviennent avec la vidéo. Nous allons aborder une époque tout à fait passionnante. Moi, j'ai pas du tout peur de l'avenir. Je crois que notre génération vit une fantastique aventure, mais que cet avenir, eh bien, il ne faut pas le subir. Il faut d'abord essayer de l'appréhender, ce qui est très important, et fait partie de l'action culturelle, car c'est à partir du passé aussi qu'on peut reconstruire le présent. Vous savez, tout progrès, c'est une tradition qui se prolonge. Je suis en train de prolonger, moi, la tradition radicale sur le plan politique, en tenant un langage tout à fait différent de celui que tenaient les notables d'autrefois. Mais je crois que c'est à partir de cette action culturelle qu'on peut envisager de maîtriser cet avenir, de le contrôler. Je crois que la volonté des hommes doit l'emporter sur la fatalité des choses. C'est tout le sens de notre démarche politique. À partir de l'éducation, de la culture, peut-être de l'information aussi. Michel Crépeau, nous allons en parler. J'enregistre simplement, j'interprète ce que vous avez dit, mais que la grande compétition dans le monde, c'est une compétition culturelle avant tout. Bien sûr, parce qu'il y a une dimension internationale de la culture qui paraît très importante. Aussi, Valéry a dit depuis bien longtemps, le temps du monde fini commence. Ben, c'est vrai plus que jamais, vous voyez, la navette américaine. Valéry Paul. Oui, je parle de Paul Valéry. Oh non, l'autre, vous savez, l'autre et la culture, c'est autre chose. Bien. Michel Crépeau, vous avez abordé justement le chapitre de la presse écrite, la radio, la télévision. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les médias. En effet, beaucoup. Je ne vous parlerai pas toutes les raisons que nous aurions de nous plaindre. Je veux surtout vous parler de ce qu'il faut faire. La presse, l'information, ça fait partie de la culture. Car c'est ce qui vous permet de connaître ce qui se passe autour de vous. La culture, elle est ouverture sur le monde, par conséquent sur l'actualité. Donc, le rôle de la presse, d'une presse qui soit diversifiée, d'une presse qui soit libre, me paraît au cœur même du problème culturel. Par conséquent, je souhaiterais que dans ce domaine, s'agissant de la presse nationale, où on assiste à des concentrations fâcheuses, j'allais vous demander... il y a des journaux qui disparaissent. La disparition de Libération, par exemple, me paraît quelque chose de tout à fait regrettable. Certes, il y a des journaux libres, comme le Canard enchaîné, et bien d'autres. Et puis, au niveau national, on peut quand même à peu près choisir, mais ça se restreint. Vous voyez que M. Hersan, par exemple, à l'Aurore, le Figaro, François, c'est toujours M. Hersan qui, finalement, contrôle tout ça. Au niveau régional aussi, je crois que la presse régionale est une dimension essentielle de la vie régionale et de la culture régionale, et qu'il faut faire en sorte que cette presse régionale puisse vivre et survivre dans une certaine indépendance, dans une indépendance certaine, même plus exactement. La télévision est heureuse de vous accueillir à cette occasion, Michel Crépeau. Avant de parler de la télévision, je voudrais parler des radios libres aussi, et de la CIBI, parce que le moyen d'informer, de transmettre, de communiquer. La communication, je crois que c'est le plus grand de tous les trésors. Hein. Eh bien, la communication, elle doit aussi s'adapter aux données techniques du temps. Le progrès de la démocratie, c'était le droit de réunion, le droit de faire des meetings, le droit de publier des journaux. Aujourd'hui, je crois qu'on peut refuser à personne le droit d'émettre sur les ondes. Mais la liberté n'est jamais la pagaille, si vous voulez. Et là aussi, il faut faire en sorte que si nous faisons des radios libres, et c'est le sens de la proposition de loi que j'ai déposée sur les radios libres, eh bien, que ce ne soit pas, là aussi, quelque chose que s'approprie l'argent, ou que s'approprie le pouvoir, que ce soit le pouvoir d'État ou le pouvoir local, qui de ce point de vue peut être aussi dangereux. Moi je ne tiens pas du tout, je ne crois pas que ce serait un progrès d'avoir Radio Crépeau à La Rochelle, ou Radio Georges Marchais dans le Val-de-Marne. Pas du tout, il faut des cahiers des charges, il faut surtout organiser le financement de ces radios libres, parce que si c'est la grande surface du coin qui doit financer la radio libre, croyez-moi que sur le plan culturel, ce ne sera pas très brillant. Michel Crépeau, parlons quand même un peu de la télévision. Sûrement, on peut en dire beaucoup de choses, mon cher Georges. Alors, attaquez, Michel. Eh bien, attaquer, je crois que la télévision, c'est le moyen moderne d'information par excellence, c'est même le moyen des campagnes électorales. Et ceux qui sont au pouvoir, et les quatre grands le savent parfaitement. On peut dire qu'ils se sont partagés la télévision durant la pré-campagne électorale pendant des mois et des mois. On les a vus apparaître alors que... Si vous êtes au pouvoir demain, vous allez faire exactement la même chose. Ah non, non, justement, si on devait prendre le pouvoir, si la gauche devait prendre le pouvoir pour faire la même chose avec l'information, et ce danger existe, ben ce ne serait pas la peine qu'il y ait de changement.
Je crois qu'il faut, j'ai fait des propositions concrètes dans mon manifeste là-dessus, je crois qu'il faut recréer au niveau de l'audiovisuel, c'est-à-dire la télévision, au moins le pluralisme qui existe encore dans la presse écrite. Il ne faut plus que l'État soit majoritaire dans les conseils d'administration. Et puisque nous avons plusieurs chaînes, eh bien que les téléspectateurs, quand ils paient la redevance, puissent dire à qui ils donnent leur argent, à quelle chaîne ils donnent leur argent, et votent. L'inconvénient de votre système, c'est que vous allez faire des chaînes partisanes. Moi, je plaide l'objectivité des journalistes. Mon cher Georges, des chaînes partisanes, mais actuellement, toutes sont partisanes et toutes sont du même parti. Alors, je préfère plusieurs chaînes partisanes, ce qui laisse la possibilité de comparer. Quand j'achète l'Humanité, bon, je sais à qui je donne mon argent, je sais ce que je vais lire. Quand j'achète le Figaro, je sais à qui je donne mon argent, je sais ce que je vais lire. Je peux comparer les deux. Je voudrais qu'à la télévision, on puisse en faire autant. Ce serait déjà un fantastique progrès. Un fantastique progrès et une garantie en tout cas pour la liberté du citoyen et le libre choix de l'électeur. Parce qu'actuellement on nous dit par exemple les sondages, etc., et les petits candidats, les grands candidats. Mais moi par exemple j'ai eu 0,60% du temps de parole en 1980 à la télévision. Alors évidemment vous pouvez toujours sonder les gens, leur parler de Crépeau, ils ne connaissent pas Crépeau, ils ne le voient jamais. J'espère que vous aurez davantage d'occasions après les élections actuelles, Michel Crépeau, mais entre nous, je voudrais vous poser une question pour terminer. Objectivement, est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de changer quelque chose? Eh bien, si vraiment je croyais que ma campagne est inutile, je ne serais pas candidat. Il y a deux sens à cette campagne. D'abord, dire un certain nombre de choses que les autres ne disent pas. Ça me paraît tout à fait indispensable. Et puis surtout, vous savez, un homme politique, il vaut ce qu'il pèse. Et ça dépend du nombre de voix que j'aurai au premier tour. Si j'ai suffisamment de voix, je pourrai, et je n'y manquerai pas, croyez-moi, peser sur les orientations du gouvernement de la gauche dans le sens des idées, de la liberté, de l'exercice collectif et individuel de la responsabilité, ce que représente le radicalisme. Qu'est-ce que nous sommes en fin de compte? Ce que nous représentons, et là je me sens très bien dans ma peau de maire de La Rochelle, finalement c'est l'esprit de réforme, l'esprit de libre examen, l'esprit de tolérance. C'est le radicalisme qui a donné la République à la France, il ne faudrait pas l'oublier. Je crois que c'est le radicalisme qui peut la lui rendre. Les Français sont fondamentalement radicaux, mais ils l'ont oublié souvent par la faute des radicaux eux-mêmes, qui n'ont pas su moderniser leur langage, l'actualiser, qui se sont divisés. Aujourd'hui, je veux rassembler les radicaux, je veux rassembler toutes celles et tous ceux qui, en France, souhaitent non pas la révolution, mais souhaitent de profondes réformes qui s'imposent dans tous les domaines. Et je crois que la grande réforme, ce sera précisément cette nouvelle répartition du savoir dont nous venons de parler. Le vote utile, le 26 avril, ce sera le vote différent. Nous avons une élection à 2 tours. Il faut savoir en profiter, il ne faut pas se tromper d'élection. Au premier tour, il faut choisir ses préférences. Et il faut que les Françaises et les Français montrent qu'ils veulent du changement dans la politique, que les 4 grands ont fait leur temps, qu'il faut autre chose. Et au second tour, tout naturellement, c'est la règle du jeu, on se rassemblera pour gagner, pour le changement. C'est ma candidature qui sera utile pour le changement, j'en suis sûr.